La situation glisse vers une rupture définitive et il n'existe pas d'autre façon de caractériser le basculement tectonique auquel nous assistons en ce moment. Il ne s'agit pas d'une crise qui se déroule dans un point chaud traditionnel comme une capitale du Moyen-Orient, ni d'un drame politique scénarisé qui se joue dans les couloirs de Washington ou dans les chambres bureaucratiques de Bruxelles. Au contraire, l'épicentre de ce séisme géopolitique se trouve à Varsovie, en Pologne. C'est un pays qui vient d'exécuter une manœuvre politique si inattendue et si fondamentalement dévastatrice qu'elle a pris de court toute la communauté internationale. Elle a lancé une attaque contre la position d'Israël que peu de gens auraient pu prévoir. La réaction à Tel Aviv a été celle d'une alarme totale. Nous voyons un niveau d'inquiétude visible et désespéré de la part des dirigeants israéliens qui laissent croire qu'ils ont perdu le contrôle du récit d'une manière qui ne s'était pas produite depuis des décennies. Dès que vous comprendrez les mécanismes précis de ce que la Pologne a fait et pourquoi cela porte un poids aussi immense, vous réaliserez pourquoi ce seul moment a le potentiel de briser l'infrastructure politique pro-israélienne dans l'ensemble du monde occidental. Cette histoire s'accélère à un rythme difficile à suivre et ses implications sont beaucoup plus importantes que les versions aseptisées présentées par les grands médias. Nous devons regarder la réalité brute de la situation parce que les grands médias n'ont fourni rien de plus que quelques secondes de contexte avant de passer à des sujets moins sensibles. Le déclencheur de cette crise s'est produit dans les salles solennelles du Parlement national polonais. Pendant une séance diffusée en direct à la télévision, un législateur de haut rang s'est présenté devant l'Assemblée et a fait quelque chose d'impensable dans le climat diplomatique actuel. Il a brandi un drapeau israélien modifié avec des symboles d'hostilité marqués et pendant que les caméras tournaient et que le tout s'inscrivait dans l'histoire, il a explicitement qualifié Israël de successeur moderne du Troisième Reich. Ce n'étaient pas des remarques murmurées dans un corridor. Elles ont été lancées publiquement au dossier dans l'une des plus anciennes et des plus respectées chambres démocratiques d'Europe. Ce qui peut être encore plus choquant que la déclaration elle-même, c'est la réaction, ou plutôt l'absence totale de réaction dans la salle. Il n'y a pas eu de chœur immédiat de condamnation, il n'y a pas eu d'exode massif de collègues politiciens en signe de protestation. Le président de séance n'a pas martelé frénétiquement son maillet pour faire taire l'orateur. Au lieu de cela, le poids de ces mots est resté suspendu dans l'air, dense et étouffant comme au lendemain d'une explosion massive. Mais la rhétorique n'était qu'un début. Ce qui a suivi ces paroles devrait capter l'attention absolue de chaque personne qui regarde ceci en ce moment, parce que le gouvernement polonais ne s'est pas contenté de laisser un seul législateur exprimer sa colère. Il a repris cette énergie et l'a transformée en action d'État. La Pologne est passée des mots aux gestes. Et ce sont ces gestes qui ont plongé le gouvernement israélien dans un état de panique totale. Pour saisir l'ampleur de la chose, il faut regarder la carte. Nous ne parlons pas d'un adversaire traditionnel comme l'Iran, ni d'un belligérant voisin comme la Syrie ou le Liban. Nous parlons d'un pilier de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Nous parlons d'un membre central de l'Union européenne et de l'un des partenaires militaires les plus vitaux des États-Unis sur tout le continent européen. Depuis plusieurs décennies, la Pologne accueille des bataillons américains, facilite l'installation de bases de l'OTAN et participe à certains des accords de partage de renseignements parmi les plus sensibles du monde occidental. C'est un pays qui a été une partie loyale et fondamentale du bloc pro-occidental. Et pourtant, ce partenaire loyal vient de regarder l'establishment israélien droit dans les yeux et de refuser de reculer. C'était pas seulement un refus, c'était un geste délibéré et brutal. Et dans le monde de la diplomatie à très haut risque, un geste comme celui-là change toute la géométrie du pouvoir. Il faut comprendre que la Pologne n'est pas simplement un État souverain parmi d'autres, c'est une nation qui possède une histoire plus profonde, plus douloureuse et plus intime, avec les concepts d'occupation militaire, de famine imposée par l'État et de construction de murs autour des populations civiles que peut être n'importe quelle autre nation sur Terre.
Le peuple polonais n'a pas besoin d'un cours ni d'un documentaire pour comprendre ce que signifie être enfermé dans un ghetto. Cette histoire est inscrite dans son ADN. Ce sont ses ancêtres qui ont été enfermés derrière le béton et les barbelés, condamnés à mourir de faim pendant que le monde détournait le regard. Ce sont ces villes qui ont été réduites en cendres et en ruines sous prétexte qu'une telle destruction relevait de la nécessité défensive. Ils ont déjà vu ce scénario, ils ont traversé ces chapitres et ils ont enterré les millions de victimes que ce scénario a produites. Alors quand les citoyens de Pologne, leurs élus et leurs journalistes regardent aujourd'hui les images haute définition en provenance de Gaza, ils ne voient pas une lutte lointaine et étrangère qui ne les concerne pas. Ils voient un reflet. Quand ils voient des hôpitaux réduits à des squelettes de béton et d'acier, quand ils voient des parents sortir des enfants des décombres à main nue, et quand ils voient des files de camions d'être bloqués à une frontière pendant qu'une population meurt de faim, ils éprouvent un profond sentiment de déjà vu historique. Ils voient leur propre tragédie nationale rejouée sur une autre scène contre un autre peuple. C'est une reconnaissance viscérale qu'aucune campagne sophistiquée de relations publiques, aucune armée numérique d'influenceurs sur les réseaux sociaux et aucun communiqué soigneusement rédigé par un ambassadeur ne pourra jamais neutraliser. On ne peut pas utiliser la propagande pour convaincre une personne d'ignorer sa propre histoire quand elle la voit se refléter dans la souffrance des autres. Il ne s'agit pas du sentiment isolé d'un seul député. Le ressentiment en Pologne atteint un point d'ébullition depuis des mois. Et il a finalement percé jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Le Premier ministre Donald Tusk n'est ni un radical marginal, ni une voix venue du désert politique. C'est un dirigeant pleinement ancré dans le courant dominant, un homme d'État favorable à l'Union européenne, aligné sur l'establishment occidental. Et pourtant, lui aussi a publiquement accusé le gouvernement israélien d'être responsable de la mort systématique de femmes et d'enfants dans la bande de Gaza. La relation diplomatique s'est détériorée si rapidement que la Pologne a convoqué l'ambassadeur israélien à plusieurs reprises, non pas pour une discussion polie, mais pour une confrontation. Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré publiquement qu'Israël faisait activement obstacle à une enquête complète et transparente sur la mort d'un citoyen polonais. Cet homme, un travailleur humanitaire nommé Damian Sobol, a été tué alors qu'il tentait d'apporter de la nourriture aux personnes affamées à Gaza. L'État polonais déclare maintenant ouvertement qu'Israël a tué l'un des siens et refuse désormais de fournir une version honnête de cette mort. Ce n'est plus un simple désaccord sur une politique, c'est un point de rupture fondamentale entre deux États. Cependant, l'évolution la plus explosive, celle qui a envoyé des ondes de choc dans les plus hautes sphères du renseignement israélien et qui s'est retrouvée directement sur le bureau du Premier ministre Netanyahou, touche au monde de l'ombre. Selon des sources de renseignement, le gouvernement polonais a discrètement, mais avec une finalité absolue, transmis par des canaux officieux des directives ordonnant à environ 2000 agents du Mossad de cesser immédiatement leurs activités et de quitter le pays. Il ne s'agit pas seulement de personnel administratif ou d'employés subalternes dans un consulat. Il s'agit d'agents profondément intégrés à l'infrastructure du renseignement polonais, au cadre de l'OTAN et à divers réseaux proches du gouvernement. C'était pas un spectacle public conçu pour les nouvelles du soir, c'était un retrait silencieux, chirurgical et délibéré. C'était le genre de geste qui signale une décision prise non pas sous le coup de l'émotion, mais dans le cadre d'une stratégie calculée à long terme. La Pologne a regardé l'importante présence d'agents du renseignement israélien opérant à l'intérieur de ses propres frontières souveraines et a conclu que ces agents étaient devenus une menace plus grande pour la sécurité nationale polonaise qu'un avantage. L'ordre était simple, sortez. Pensez à l'ampleur de ce chiffre. 2000 agents. Ce sont des spécialistes de haut niveau en logistique, en cyberguerre et en surveillance sous couverture profonde. Ce sont des gens qui ont passé des années, être des décennies, à s'intégrer dans la trame même des systèmes censés protéger les nations de l'OTAN contre les menaces extérieures. La Pologne a effectivement décidé que tout ce réseau, qui reçoit ses ordres exclusivement de Jérusalem et ne se sent lié ni par la constitution polonaise ni par les lois de l'Europe, est devenu un passif qu'on ne peut plus tolérer. Une crainte très précise et rationnelle circule maintenant dans les couloirs du pouvoir à Varsovie. Si
Le gouvernement polonais continue d'être l'une des principales voix critiques des actions menées à Gaza. Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement israélien de retourner ses 2000 agents intégrés contre l'État polonais lui-même? Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une évaluation froide d'un historique documenté. Le Mossad possède un long parcours éprouvé d'assassinats menés au cœur de capitales étrangères. Il a utilisé de faux passeports de pays européens pour mener des opérations létales sur un sol étranger. Il a démontré une capacité inégalée à manipuler les médias et les paysages politiques de pays censés être ses alliés les plus proches. Croire qu'il n'utiliserait pas ces mêmes outils pour déstabiliser un gouvernement européen qui refuse de rester dans le rang n'est pas de la paranoïa. C'est une déduction logique fondée sur des comportements passés. Toute cette situation jette une lumière dure et impitoyable sur le niveau stupéfiant d'hypocrisie qui sert de fondation à l'ordre mondial actuel. Depuis des années, on dit à la communauté internationale que l'Iran doit être soumis à des sanctions paralysantes et à un isolement total à cause de son programme nucléaire, un programme qui, malgré la rhétorique, est bel et bien surveillé et inspecté par des régulateurs internationaux dans le cadre du droit international. Pendant ce temps, l'État même qui exige ces sanctions est lui-même une puissance nucléaire non déclarée. On estime qu'Israël possède un arsenal de 90 à 300 ogives nucléaires dissimulées dans le désert du Negev. Contrairement à presque tous les autres pays, Israël n'a jamais signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Il n'a jamais permis à un seul inspecteur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, de mettre les pieds dans l'installation nucléaire de Dimona. Il n'a même jamais officiellement reconnu l'existence de ces armes. C'est cet État qui dit à la Pologne, à l'Union européenne et au monde entier que l'Iran est la seule menace existentielle qui compte. Il exige que l'Iran soit bombardé jusqu'à être renvoyé dans le passé, pendant qu'il s'appuie lui-même sur un stock nucléaire secret, complètement non réglementé et non inspecté, tout en faisant la leçon au reste de la planète sur l'importance de respecter les règles. C'est pas seulement un 2 poids, 2 mesures. Un 2 poids, 2 mesures suppose que la même règle est appliquée de façon incohérente. Ici, c'est quelque chose de beaucoup plus cynique. C'est l'affirmation qu'il existe un ensemble de règles rigides pour le reste du monde et absolument aucune règle pour Israël. Et la réalité, c'est que les nations d'Europe, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, ont cessé de prétendre qu'elles ne le voient pas. La réponse de l'establishment israélien à ce basculement a été entièrement prévisible. Il n'y a eu aucune tentative de véritable diplomatie, aucun effort pour répondre aux préoccupations de ses alliés et pas une seule seconde d'introspection. Au lieu de cela, l'ambassade israélienne à Varsovie a immédiatement qualifié l'incident parlementaire d'acte d'horreur antisémite. L'ambassadeur des États-Unis en Pologne s'est joint à la mêlée sur les réseaux sociaux en utilisant un langage agressif pour exiger la honte contre les parlementaires polonais. Toute la machine politique mondiale a instantanément basculé dans son réglage, par défaut. Discréditer la personne qui parle, détourner l'argument réel et détruire la réputation de quiconque cause, remettre en question le statu quo. Ils veulent faire croire au public qu'il ne s'agit que des cris marginaux d'un seul politicien radical d'extrême droite. Et même s'il est vrai que le parti Confédération défend des positions de droite dure, s'arrêter à cela relève d'une tentative délibérée de tromper. La conversation en Pologne a déjà largement dépassé la rhétorique d'un seul discours. C'est maintenant la position officielle du ministère des Affaires étrangères. C'est la position publique du Premier ministre. Cela représente une transformation massive à l'échelle nationale de la manière dont la Pologne voit sa relation stratégique avec Israël. Toute la condamnation sur les réseaux sociaux du monde ne peut pas inverser un basculement de cette ampleur une fois qu'il est enclenché. Si vous croyez qu'il s'agit d'un phénomène limité à la Pologne, vous manquez la carte géopolitique dans son ensemble. Des places publiques de Barcelone jusqu'aux chambres législatives de Rome, une marée semblable monte. Le gouvernement espagnol est devenu l'une des voix les plus intransigeantes d'Europe, qualifiant ouvertement les événements à Gaza de crimes de guerre. Les rues d'Italie ont été remplies par certaines des plus vastes manifestations pro-palestiniennes vues sur le continent depuis une génération.
La terminologie utilisée par les dirigeants européens devient de plus en plus précise, plus dure, et porte un poids juridique plus grand. Nous entendons des termes comme nettoyage ethnique et punition collective, non pas dans la bouche d'activistes, mais dans celle de responsables d'État. Ce sont des mots qui entraînent des obligations et des conséquences précises en droit international. À travers le continent, le masque de l'ancien ordre est en train de tomber, et cela ne se fait pas en silence. Ce que signifie réellement la prise de position de la Pologne, c'est un basculement à long terme dans la dynamique du pouvoir mondial. Pendant plus de 7 décennies, les structures politiques établies après la Seconde Guerre mondiale ont permis à Israël d'opérer comme une entité presque intouchable dans la sphère politique occidentale. Il existait une règle non écrite selon laquelle on ne pouvait pas formuler une critique de fond sans subir une destruction professionnelle et sociale. On ne pouvait pas établir de parallèle entre ces actions et des atrocités historiques sans être immédiatement rejeté comme propagateur de haine. Ce bouclier invisible de protection totale constituait l'atout le plus efficace de l'arsenal israélien. Il était plus important que le système de défense antimissile, le dôme de fer, et plus influent que le Mossad lui-même, parce qu'il accordait à Israël un niveau d'immunité face à l'obligation de rendre des comptes qu'aucun autre État souverain sur cette planète ne possède. La Pologne vient d'ouvrir une fissure énorme et visible dans ce bouclier. Des millions de personnes partout en Europe regardent cela et prennent des notes. Si un pays comme la Pologne, avec son immense autorité morale en ce qui concerne l'histoire du XXe siècle et son statut de membre vital de l'OTAN, peut se lever et dire ces choses, alors le coût politique du silence vient d'augmenter pour tous les autres dirigeants européens qui hésitaient encore à parler. Nous ne sommes pas à la conclusion de ce récit, nous sommes à l'ouverture d'un chapitre entièrement nouveau et beaucoup plus volatile. La question fondamentale est désormais de savoir si le gouvernement polonais gardera sa détermination lorsque la pression inévitable commencera à monter. Et qu'il n'y ait aucun doute, cette pression sera immense. La riposte a déjà été mise en branle en utilisant la boîte à outils habituelle de la coercition économique, des menaces liées au renseignement et des tactiques d'isolement diplomatique. Ce sont les méthodes traditionnelles utilisées pour faire taire les petites nations qui deviennent trop bruyantes au goût des puissances mondiales. Les yeux du monde sont maintenant tournés vers Varsovie pour voir si la conscience de l'Europe a une colonne vertébrale ou s'il ne s'agissait que d'un éclat temporaire avant d'être forcé à rentrer dans le rang. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.